souvent, je dis que dans une crise, il faut être en équipe. Il faut que tu aies un avocat ou quelqu'un qui fait du conseil juridique, que tu aies un communicant et que tu aies parfois aussi un accompagnement avec un coach, peut-être même un psy, quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus personnel, qui va aller comprendre ce que ça touche en toi. Bonjour à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marlène Schiappa. Bonjour Marlène. Bonjour. Marlène, tu as été secrétaire d'État et ministre pendant 6 ans, de 2017 à 2023, sur l'égalité homme-femme. Tu es aussi autrice et désormais associée dans un cabinet de conseil en communication. Autant dire que la gestion de crise, ça te connaît. Alors, on a choisi comme skill la communication de crise parce que l'actualité récente le prouve. Dans un monde incertain, la crise n'est plus l'exception, mais c'est une quasi-certitude. Et avec toi, j'aimerais bien qu'on essaye de transformer, de voir comment on peut transformer une crise en opportunité, découvrir tes secrets de terrain et pourquoi pas avoir droit à quelques révélations inédites. En tout cas, en somme, une masterclass exclusive que tu nous offres aujourd'hui. Mon objectif, évidemment, c'est de retracer ton parcours, mais pas que, parce que ton parcours est déjà bien connu, mais de fournir surtout des astuces concrètes pour sortir d'une crise la tête haute. Alors, il faut préparer, anticiper, assumer. Toi qui es passé par Havas, tu as fondé Maman Travail, puis tu as occupé plusieurs postes ministériels et souvent sous le feu des projecteurs. Si tu repenses à tes débuts, quel a été ton premier choc médiatique, ta première crise à gérer ? Alors, en fait, ma première crise à gérer n'était pas une crise que j'ai gérée. C'était une crise que j'ai déclenchée en tant que consommatrice. J'ai déclenché un bad buzz qui est resté un bad buzz d'école. J'avais pas prévu d'en parler, mais puisque tu me poses la question, ça me revient avec la marque Aquarelle qui livre des fleurs. Si on tape bad buzz Aquarelle encore aujourd'hui, on voit pas mal de gens qui analysent cette crise. En fait, je voulais faire livrer des fleurs à mon père et ma belle-mère. Ils ont laissé les fleurs dans la rue. À Paris, ils ont considéré qu'elles étaient livrées. J'ai demandé un remboursement, ils n'ont pas voulu. Et du coup, j'ai laissé un message sur leur page Facebook à l'époque. Et ils se sont mis à me bloquer et à bloquer tous les gens qui me défendaient. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment une grave erreur de bloquer les consommateurs mécontents. Et en fait, ça a duré des mois. Alors que tout simplement, ils m'auraient remboursé les 17 € ou ils auraient relivré des fleurs à mon père à bon destinataire. J'aurais été ravie. Et en fait, c'est resté un cas d'école de bad buzz, de gestion, mais comme Body Minute l'a fait encore récemment. Voilà, je trouve que c'est assez fou de voir à quel point les marques prennent mal la critique et ne comprennent pas que la critique n'est pas un bad buzz, mais que la mauvaise gestion de la critique peut devenir un énorme bad buzz. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est comment tu fais la différence entre une critique constructive et une attaque personnelle. Et une critique, une attaque, et de la même manière, un bad buzz n'est pas toujours une crise. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'avais dit à mon équipe, parce que quand tu es au gouvernement, tous les jours, tu as une crise potentielle. Donc, j'avais dit à mon équipe, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un schéma et on va tracer une ligne rouge. Et en dessous de cette ligne rouge, on considérera que ce n'est pas une crise. Si c'est pas en top tweet pendant une semaine d'affilée en numéro 1, si c'est pas en ouverture du 20h de TF1, si c'est pas sur CNN, si c'est pas en une du Monde 2 jours de suite, ce n'est pas une crise. On reste calme. Quand j'ai fait la une de Playboy, on était partout, donc on était au-dessus de la ligne rouge. Yenad, mon conseiller com à l'époque, m'a dit « Là, on est au-dessus de la ligne rouge, là, on est sur une crise ». C'était rigolo parce que j'avais moi-même créé des métriques qu'on a pulvérisées en fait. Mais je pense que c'est une très bonne question que tu poses parce que c'est important de garder à l'esprit, est-ce que c'est une critique, une attaque, un bad buzz, une crise ? Et je pense que c'est fondamental de ne pas prendre les choses personnellement. Quand tu as une remarque, tu vois, hier par exemple, il y a un type qui a annoncé sur LinkedIn qu'il crée une agence, il lui a donné le même nom que l'agence pour l'entrepreneuriat féminin qui existe déjà, qui est pilotée par une amie depuis 15 ans. Je lui fais un commentaire en disant « Cher Intel, je trouve ça un peu grossier comme méthode parce que vous avez soit c'est une maladresse, soit c'est un plagiat et dans tous les cas, c'est problématique en tant qu'homme de monter ce truc et de pomper en fait l'idée et le nom d'une activité portée par une femme et qui existe déjà en vous prétendant aider les femmes, etc. » Et il a répondu à moi et à plusieurs personnes qui faisaient la remarque « Oui, j'en ai marre de la haine sur LinkedIn. » Il n'y a pas de haine, vous êtes en tort et vous ne vous remettez pas en question. Donc je pense que première leçon peut-être, c'est quand on est mis en cause soi-même, ne pas répondre tout de suite et ne pas répondre soi-même. On n'est jamais un bon avocat pour soi-même. C'est les gens qui arrivent au tribunal en disant « j'ai pas besoin d'avocat, je me défends ». Non, c'est pas une bonne idée. On n'est pas son bon avocat et on n'est pas son bon communicant de crise non plus. Parce que quand on est face à une crise, on a envie de clamer sa vérité, son innocence, etc.
Et souvent, on le fait pas bien. C'est plus émotionnel, en fait, c'est Exactement, ça ? c'est émotionnel et il y a un truc de « c'est tellement injuste ». Ok, mais en fait, c'est pas le sujet, savoir si c'est injuste. Le sujet, c'est quel narratif on raconte, quelle histoire on permet de raconter, de comprendre pour contrebalancer l'histoire qui vous attaque et comment finalement vous arrivez à raconter autre chose que le récit de la crise et comment le récit de la crise ne prend pas le pas sur votre récit personnel. Et est-ce que tu penses que c'est bien de faire le silence parfois ? Est-ce que le silence, c'est pas aussi un aveu parfois de finalement de faute ? On dit qu'en musique, le silence est aussi un temps. Et je pense que parfois, quand la crise est très grande, ça ne sert à rien d'aller donner sa version. D'abord parce que si c'est une crise importante, je pense au train qui déraille à la SNCF ou la crise des suicides chez Orange, des crises de cet ordre-là. En fait, si vous parlez et vous allez donner un discours rationnel, vous apparaîtrez comme déconnecté de l'émotionnel. Il y a des moments, il y a des temps où on n'est pas prêt à entendre ce que vous allez dire. Donc parfois, il faut prendre la perte, et je sais que c'est difficile. Et sincèrement, en tant que... Moi, j'étais une personnalité exposée, et aujourd'hui, quand je conseille des dirigeants, c'est le plus difficile de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'il y a une demi-page dans le Canard enchaîné que vous devez faire un communiqué, un droit de réponse, prendre la parole, etc. Donc moi, je leur dis en général, donnez-moi vos codes de réseaux sociaux, je les change, je leur donne pas les nouveaux, je les empêche de tweeter, faire un post, etc. Et toute demande média passe par moi. Elle doit être centralisée à un moment pour éviter j'ai décroché, j'ai répondu à un journaliste, par exemple Agnès Buzyn qui répond au Monde après la défaite à la mairie de Paris et qui vide son sac parce qu'elle en a marre et c'est humain et elle raconte un peu sa version, mais du coup ça déclenche une crise de répondre aux journalistes. Donc mettre un filtre, c'est extrêmement important. Donc la crise, elle se gère pas au moment où elle éclate, mais bien avant, et ça fait partie de la préparation. En fait, en réalité, la crise s'anticipe. Et ce que beaucoup de dirigeants n'ont pas toujours compris aujourd'hui, beaucoup de personnalités aussi, c'est que beaucoup de dirigeants nous disent « Moi, j'ai pas besoin de préparer une communication de crise parce que je fais tout bien. Je respecte les règles, je respecte la loi, je fais tout bien, mon activité est très saine, etc. » Mais on est dans une époque où les crises sont des crises de communication avant tout. Et parfois, il peut n'y avoir rien, ou il peut y avoir un récit, une parole qui va déclencher une crise, ou quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas qui va déclencher une crise. Donc la crise, elle se gère en amont, en ayant des réseaux d'ambassadeurs, en ayant travaillé votre influence. C'est pour ça que moi je dis souvent que la communication de crise, des gens disent parfois « mais je ferai appel à vous si j'ai une crise, j'appuierai sur le bouton ». C'est super, ce sera déjà trop tard. Voilà, quand vous appuierez sur le bouton ne sera relié à rien, puisque vous n'aurez pas branché les fils à votre bouton. Donc nous, le travail qu'on fait, c'est en amont, on vous fait connaître des gens, travailler des sujets, avancer dans certains cercles d'influence. Et c'est ça, tous vos fils, vos cordes de rappel. C'est ça qui fait que le jour où il y a une crise, vous appuierez et que les gens se diront « Ah bah oui, non mais je le connais, je me souviens, il a fait ci, on a fait ça ensemble, on a un engagement commun, je connais cette personne, je connais ce que fait cette entreprise. » J'ai déjà des alliés, j'ai déjà... Exactement. Donc, mais il n'est jamais trop tard. On peut toujours prendre à bras-le-corps la crise, mais trop souvent, on ne comprend pas que la crise, elle s'anticipe en fait. C'est comme un assureur. Vous ne dites pas « je vais pas prendre d'assurance parce que de toute façon, j'espère jamais avoir d'accident de voiture ». Vous prenez un assureur parce que vous espérez ne jamais avoir d'accident de voiture. Dans mon activité de coaching, j'ai un client qui lance donc sa start-up, une start-up florissante qui cartonne, et son ancien employeur donc l'emmène au prud'homme pour concurrence déloyale. Et lui le vit comme une attaque à son intégrité. Oui, c'est très très dur à vivre. Et comment tu fais justement pour faire la distinction entre le côté c'est juridique, pour dire à ton client, en fait, ok, il y a le côté juridique et c'est pas l'image personnelle, en fait, qui est touchée. C'est pas ton estime qui est touchée. Exactement. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le coaching parce que souvent, je dis que dans une crise, il faut être en équipe. Il faut que tu aies un avocat ou quelqu'un qui fait du conseil juridique, que tu aies un communicant et que tu aies parfois aussi un accompagnement avec un coach, peut-être même un psy, quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus personnel, qui va aller comprendre ce que ça touche en toi, pourquoi tu vis cette injustice aussi gravement. Est-ce que tu as vécu quelque chose dans ton passé qui fait que tu tolères mal les attaques contre toi? Est-ce que tu as vécu un traumatisme? On est tous le produit de notre histoire, notre famille, notre éducation, de ce qu'on a vécu. Donc c'est extrêmement intéressant d'être en équipe, je trouve, quand il y a une crise et de se répartir un peu ces questions-là. Et d'être bien entouré, parce qu'une crise bien gérée, c'est aussi une équipe en interne qui est solide. Sinon, après, les failles, elles se voient dans la communication externe. Le pire, c'est les gens qui pensent faire de la communication de crise et qui n'en font pas. Le pire ennemi, c'est l'assistant ou l'assistante qui adore son boss et qui a envie de le défendre et qui, du coup, va quand même répondre. C'est la RP qui se dit non, mais lui, c'est un journaliste sympa, je le connais, etc. C'est le partenaire qui pense bien faire, qui dit « Ah, j'ai répondu, enfin, j'ai dit que ce jour-là, tu faisais je sais pas quoi ».
en fait, tous les gens bien intentionnés, mais qui ne sont pas des communicants de crise et qui n'ont pas en fait les techniques. Il y a des techniques de communication de crise et quand on ne les maîtrise pas, ça peut être contre-productif. Une fois que tu as anticipé, préparé, comment tu organises ta fameuse war room quand la crise elle survient? Ça veut dire qui tu fais entrer en priorité, quels sont les documents premiers que tu vas demander à tes équipes? Et ça, c'est hyper important. Quand j'étais au gouvernement, on avait des vraies cellules interministérielles de crise qui sont très impressionnantes. Moi, la première, je me souviens, j'étais la seule femme de la pièce et autour de moi, il y avait des généraux, des préfets, des gens très gradés qui avaient des expériences au contact, qui avaient risqué leur vie, littéralement, pour une certaine idée de la France, etc. Et bon, j'ai été bien soutenue, parce qu'on m'a rappelé que j'étais le pouvoir politique et que donc c'était moi qui décidais. Tu avais l'autorité, bien sûr. Exactement. Et puis ensuite, le moment où le président de la République arrive et dit « bon, qui me briefe ?» Et là, toutes les têtes se tournent vers moi. Et là, j'ai envie d'être... Je me dis, moi, je suis une activiste féministe à la base, une communicante. Je n'ai pas vocation à être en cellule interministérielle de crise. Énorme syndrome de l'imposteur. Et comme tout le monde se tourne vers moi et que le président a l'air de vraiment penser que je vais le briefer, du coup, je le briefe. Et en fait, je le fais bien parce que c'est pas si difficile. Donc, ta question est très judicieuse, c'est-à-dire qui est-ce qu'on fait rentrer et qui est-ce qu'on ne fait pas rentrer. Alors d'abord, tous les gens qui paniquent. Tous les gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est terrible !» Les gens qui sont les larmes aux yeux, les gens qui sont dans l'émotion, qui prennent très personnellement ce qui est en train de se passer, les gens qui sont trop concernés, toutes ces personnes-là, on les écarte pas. Okay. C'est pas contre elles, mais c'est juste qu'on a ça besoin... ne sert pas le... Exactement. Okay. Alex, un de mes conseillers, dit tout le temps, quand il y a une crise, il faut être une barque calme sur une mer agitée et écarter les barques agitées sur les mers calmes. Les gens qui créent des crises dans les crises et qui ont envie de s'agiter, etc. Et il faut leur dire, écoutez, c'est pas grave si là, vous n'êtes pas dans la salle. Là, on va gérer des choses. Ensuite, il y aura un temps de reconstruction, un temps positif, un temps où chacun aura sa place. Là, il y a un temps où on est vraiment, c'est le capitaine sur le bateau qui dit qui se met à quel endroit. Et comment tu les récupères, les gens que tu as été obligé d'écarter finalement? D'abord, il faut bien leur expliquer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression, ceux qui ont l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se faire et qui, du coup, ont l'impression qu'il ne se passe rien. C'est difficile quand le dirigeant, et nous surtout, on est à l'extérieur, donc un dirigeant qui vient nous voir en disant « là, j'ai une crise, j'ai un truc qui va sortir dans la presse, etc. » Si son équipe n'a pas été bouclée, elle découvre l'article de presse, puis elle voit que le dirigeant n'est plus trop là, parce qu'en fait, il est en réunion avec ses avocats, avec nous, etc. Là, il peut y avoir de la défiance en interne. Donc c'est vraiment en amont au dirigeant de prendre ce temps, de sortir de soi, de rester calme, et d'aller dire à chacun « écoutez, je gère ». Je vous partagerai la stratégie quand elle sera élaborée. J'ai le sujet en main, je m'en occupe et je reviendrai vers vous. Et merci pour tout ce que vous pourrez faire. Et voir, c'est pas sympa, mais je le dis quand même, faire de l'occupationnel. C'est-à-dire dans ces cas-là, si tu vois qu'il y a des gens qui vont vraiment être en toupie, qui vont être comme un hamster dans une roue et tu penses qu'ils vont du coup pousser à la faute, tu leur donnes quelque chose à faire. Par exemple, de la veille. Eh bien, vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites de la veille et vous me faites une veille quotidienne de tout ce qui s'est dit sur le sujet sur les réseaux sociaux. C'est long, c'est fastidieux, c'est des copier-coller. Souvent, en fait, on l'a déjà fait avec des outils de social listening, etc. Mais au moins, ils ont le sentiment d'être partie prenante de quelque chose. Bon, maintenant que je te l'ai dit, j'oserais plus dire aux gens est-ce que vous pouvez faire de la veille sur les réseaux. Mais sinon, les occuper d'une manière ou d'une autre. Oui, qu'ils soient focus sur autre chose et pas... Exactement. Sinon, ça crée des problèmes. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Playboy. Donc, c'était en plein contexte tendu de la réforme des retraites. Ouais. Certains y ont vu de la provocation. Comment, toi, tu as géré cette exposition qui a suscité une vive polémique et est-ce que tu en as tiré des leçons? Oui, moi, quand je suis partie du gouvernement, je suis arrivée chez Tilder, certains journalistes m'ont dit « Mais alors, est-ce que vous allez Juste, conseiller... » on rappelle, Tilder, c'est l'agence le cabinet... dont je suis associée, voilà, absolument, qui fait de la communication. Conseil, exact. Et certains journalistes m'ont dit « Mais est-ce que vous allez conseiller aux dirigeants de faire la couve de Playboy ?» Je dis « non, oui, je sais pas, ça dépend. » En fait, ce qui est intéressant dans une stratégie de communication, c'est la cohérence que tu donnes à ton ensemble, mais aussi les pas de côté que tu fais. À ce moment-là, moi, ministre depuis 7 ans, je trouve ça toujours important d'aller là où on ne m'attend pas. Je suis allée à la Convention des droits de valeurs actuelles, aux universités d'été de la France Insoumise, sur TPMP tout autant que sur France Culture ou Arte. Et je trouvais ça intéressant d'aller parler droits des femmes dans un lectorat qui, manifestement, n'écoute pas des podcasts sur le genre à longueur de journée. Donc moi, ça faisait partie de ma ligne. Maintenant, est-ce que je vais conseiller au patron d'une banque d'aller faire la coupe de Playboy comme ça, ex nihilo, sans raison? Non. Ensuite, quand on est au gouvernement, c'est jamais le bon moment pour faire quelque chose. En fait, il y a toujours une crise, il y a toujours quelque chose qui peut se passer mal, qui peut dérailler. Et moi, j'ai toujours été contre l'idée que parce que t'es ministre, tu dois être sinistre.
Je trouve qu'il y a un peu le côté, si tu fais de la politique, ça doit être un sacerdoce et tu dois montrer que tu souffres et tu te donnes de ta personne. Et tu dors pas, tu pars pas en vacances, tu souris pas, tu fais pas d'activité avec tes enfants. Et je trouve que c'est quelque chose d'un peu particulier. J'ai pas l'impression qu'en fait les gens demandent ça. Ils demandent que le travail soit bien fait, mais pas particulièrement qu'on soit dans ce truc un peu sacrificiel du ministre. Est-ce que tu trouves que le côté un peu sacrificiel, c'est un peu la culture française, ou tu trouves qu'à l'international, ça ressemble... C'est très européen. C'est très européen. Ouais, souviens-toi de la première ministre islandaise, je crois que c'est islandaise, j'espère pas me tromper, Sanna Marin, qui avait dansé sur Instagram. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Il y avait une vidéo de quelques secondes où elle dansait avec des amis. Ça a signé la fin de sa carrière, en fait, politique, parce qu'on disait qu'elle était dans la légèreté, procès qu'on fait beaucoup aux femmes, elle était dans la légèreté alors que son pays souffrait, mais elle a dansé 4 minutes, quoi, après avoir sans doute passé des heures de réunion, de préparation, de géostratégie. Voilà, c'est comme si tu devais renoncer finalement à cette part un peu de joie. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est l'authenticité finalement que tu incarnes, parce que c'est un super atout, parce que ça te permet d'oser faire des choses, mais il faut être prêt à assumer les réactions. C'est quand tu montes sur un ring, tu volontairement, tu te mets en première ligne, faut accepter de prendre les coups. Oui, tu parlais de prendre les choses personnellement. Moi, franchement, j'ai rien pris personnellement autour de Playboy. Il y a des gens qui trouvaient que c'était formidable et audacieux, des gens trouvaient que c'était terrible de faire ça, des gens qui ont trouvé que c'était joli, d'autres que les photos étaient horribles. Franchement, tout m'est égal, c'est-à-dire je me réveille pas en me disant « Oh mon Dieu, que pensent les gens de moi ce matin ?» Mais parce que ma construction est comme ça, mon éducation est comme ça. En revanche, moi, j'ai accompagné des dirigeants qui prennent pour eux des choses alors qu'ils ne sont même pas nommés. Et j'essaye de leur dire, mais il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre photo, mais c'est leur entreprise, ou c'est quelque chose dont ils sont actionnaires, ou c'est un projet qu'eux-mêmes ont porté. Le projet est critiqué, donc ils se sentent remis en cause personnellement. Donc oui, c'est assez particulier de faire ce travail entre l'image publique de soi, l'image publique de l'entreprise et le pire étant quand la crise est ad hominem. Ça, c'est beaucoup les personnalités et un peu quelques patrons. Et quand tu as des images de toi que tu ne souhaiterais pas être vu, le DRH d'Air France qui se fait arracher sa chemise, ou des mises en cause personnelles de dirigeants. Et aujourd'hui, avec la judiciarisation du monde économique, il y a beaucoup de dirigeants qui, de bonne foi, se retrouvent mis en cause dans des affaires, alors qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses à se reprocher. Tu te rattaches à quoi dans ces moments justement de tourmente médiatique ? Tu dis ok, c'est pas ma personne qui est touchée, c'est mon rôle, c'est mon succès, c'est mon statut. Tu te rattaches à quoi ? À quelles valeurs ? Est-ce que c'est des valeurs auxquelles tu te rattaches ? À ta vision ? À ce que tu as envie de donner ? Moi, j'essaie de faire la part des choses entre ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la critique de bonne foi. Et moi, j'ai toujours considéré que, particulièrement pour les politiques, la critique est saine en démocratie. Quand mes filles me disaient « Ah, regarde cette caricature, c'est méchant, pourquoi ils te dessinent comme ça, etc. » Oui, mais on est en démocratie, en fait. Je préfère être dans un pays où on a le droit de caricaturer les gens qui gouvernent, plutôt que dans un pays où je ne suis pas vexée, mais la caricature est interdite. Donc la critique fait partie de la démocratie, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, le sexisme, qui touche particulièrement les femmes politiques, qui fait qu'on va critiquer leur coiffure, le son de leur voix, leur vie personnelle, réelle ou supposée, qu'on va les attaquer en tant que personne, qu'on va mettre en cause leurs compétences de manière beaucoup plus forte que pour les hommes. Ça, c'est évidemment problématique, tout comme les violences dans le monde politique, mais qui existent de plus en plus dans le monde de l'entreprise. L'entrepreneur qui a été kidnappé, à qui on a coupé un doigt, de manière terrible, tous les homejacking qui ont existé contre des entrepreneurs ou des personnalités médiatiques, ou le patron d'assurance qui a été tué aux États-Unis en signe de protestation contre un certain modèle économique. On voit que cette violence très personnelle, très ad hominem, elle est de plus en plus présente dans le monde politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et avec le fonds Marianne, on a parlé de soupçons d'attribution de subventions. Comment tu as communiqué pour défendre ta position et maintenir ta crédibilité ? Il y avait des enjeux assez différents sur ce sujet, parce que d'abord, là, on est plus de 2 ans après, et en fait, on voit que c'était vraiment un écran de fumée. C'est-à-dire, on m'a accusé de absolument tout et rien. Et sujet par sujet, on a démonté ces accusations. On nous dit par exemple qu'on aurait financé avec ce fonds des campagnes contre des opposants politiques, qu'on aurait fait perdre Anne Hidalgo, qui a fait 1% et quelques, donc c'est pas 3 vidéos qui l'ont fait perdre. Et en fait, ensuite, il a été démontré qu'avec ces vidéos, non seulement Anne Hidalgo était critiquée, mais Emmanuel Macron aussi, Olivier Véran, moi-même. Donc je suis pas assez bête pour payer des gens pour me critiquer moi. Et de la même manière, on a montré que toutes les accusations étaient fausses. Donc là, on est sur une crise avec vraiment une injustice. C'est-à-dire, on met en cause mon engagement, mon action de ministre et ma personne en brandissant des accusations dont on sait qu'elles sont fausses.
le président de la commission d'enquête du Sénat commence en disant non, mais c'est évidemment ridicule de vous accuser de détournement, c'est bien sûr, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et en fait, cette commission d'enquête était des suites d'accusations diverses et variées. On m'a demandé si j'étais franc-maçonne, si j'étais au Printemps républicain, si je connaissais personnellement un tel ou un tel avec des sous-entendus personnels assez moyens. Et heureusement, c'est d'ailleurs Roger Carucci, sénateur d'opposition, qui est intervenu en disant « Mais enfin, les questions que vous posez montrent que vous ne connaissez pas le quotidien d'un ministre. » Donc c'était assez fou, mais ça m'a permis, et j'ai encore conseillé ce matin quelqu'un qui allait en commission d'enquête, ça m'a permis de comprendre les tenants et les aboutissants des commissions d'enquête. C'est-à-dire, dans une commission d'enquête, quand vous êtes auditionné, le but, c'est de vous faire vous parjurer quand vous avez des opposants. Parce que si vous vous parjurez, là, c'est du pénal, donc là, on peut vous poursuivre. Donc en fait, l'idée, quand vous êtes opposant, par exemple, d'un dirigeant d'une entreprise, on va dire que vous voulez vous payer une entreprise américaine, vous le convoquez en commission d'enquête, vous lui posez des questions, vous l'acculez, vous lui posez des questions contradictoires jusqu'à ce qu'il se trompe, qu'il soit confus et qu'il donne l'impression de ne pas dire la vérité. Et là, vous pouvez dire dans ces cas-là, article 40, c'est du pénal, parjure, vous avez menti devant la commission d'enquête. Donc le plus important, c'est ne pas donner l'impression de mentir ou ne pas mentir à son insu, parce qu'on va vous poser toutes les questions, y compris celles dont vous n'avez pas la moindre idée. Telle ligne budgétaire de votre entreprise, telle décision qui a été prise il y a 11 ans, telle question déstabilisante à laquelle vous ne savez pas si vous pouvez répondre. Donc l'idée va être vraiment de encadrer vos réponses dans la mémoire que j'ai encore, dans la mesure des informations dont je dispose, et de ne pas donner prise. Moi, ce que je recommande, c'est de ne pas faire de coups d'éclat, ne pas donner prise à quoi que ce soit, et surtout s'en sortir sans avoir à aucun moment pu être accusé de parjure. C'est presque du média training. Ouais, c'est un genre de média training. Mais justement, quand tu te sens carrément calomnié comme ça dans cette affaire, tu fais quoi? Tu laisses passer la tempête ou tu contre-attaques tout de suite? Est-ce que ça dépend de la situation, ou là, dans ce cas précis, par exemple, du fonds Marianne, tu fais quoi? Tu laisses passer? Non, ça dépend des situations et ça dépend de la capacité des uns et des autres à entendre aussi les choses. Moi, je dirais que dans une entreprise, ça dépend de ce que vous êtes prêt à prendre comme perte ou pas. Quand vous êtes responsable politique, la perte, elle est sur vous. Elle est sur vous personnellement. Quand vous êtes patron d'entreprise, vous êtes responsable d'emploi, vous êtes responsable de l'avenir, de l'image, de la réputation de votre entreprise. Et Mathias Léridon, qui est le président de Tilder, l'agence dont je suis associée, dit souvent que quand un patron est mis en cause, il faut qu'il se pose la question de savoir, est-ce que j'ai envie de garder mon poste? Et donc, il faut que j'accepte un certain silence et ne pas m'exprimer sans cesse sur les affaires en cours dans mon entreprise. Ou est-ce que j'ai envie que mes voisins, mes beaux-parents pensent que je suis innocent fondamentalement? Si j'ai envie que mes voisins et mes beaux-parents pensent que je suis innocent, allons-y. Je vais faire tous les médias pour dire « c'est pas vrai, je suis innocent, c'est pas vrai ce qu'on me reproche, etc. » En revanche, je garderai pas mon poste, parce qu'au bout d'un moment, mes actionnaires vont me dire « vous êtes gentils, mais nous, dans notre revue de presse, à chaque fois qu'on parle de l'entreprise, c'est pour parler de votre mise en cause. Donc vous êtes empêtrés dans cette histoire. » En revanche, si vous vous dites « c'est pas grave si mes beaux-parents, ma voisine met un petit peu de temps à comprendre que finalement, on voit bien que des années après, il n'y avait rien, c'était vide et c'était une manipulation, mais vous voulez garder votre poste et pas faire tomber ces revues de presse à vos actionnaires, dans ces cas-là, il faut accepter le silence. » Donc la vraie question de base, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et elle est vraie pour toutes les communications de crise. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Votre image, celle de votre entreprise, l'image que vous allez donner à l'extérieur, les conséquences judiciaires éventuelles, les conséquences pour vous, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Voilà, ça, c'est vraiment un temps préalable à toute communication de crise pour savoir ce que la personne a vraiment en elle. Et puis, pardon, je vais être un peu dramatique, mais il y a des gens qui se suicident pour des questions de communication de crise. Il y a des gens qui sont quittés, qui divorcent, à qui les enfants n'adressent plus la parole. Tout à fait. C'est aussi des communications de crise, absolument. Mais bien sûr, mais complètement, parce que vous êtes mis en cause, vous avez votre nom et votre tête dans le journal tous les jours et on vous accuse de choses que vous n'avez pas commises, ça vous semble injuste. Il y a des gens qui vont très très loin parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc c'est fondamental, je pense, de commencer par poser les bases du sujet et de dire qu'est-ce que tu as en toi, quel est l'échappatoire pour toi, comment tu te vois, et puis après, ça peut être le travail avec le coach ou le psy ou les autres parties prenantes, de voir l'avenir. Et de se dire, écoute, dans 1 an, on en sera là, dans 3 ans, on en sera là, et on sort de toute crise, en fait. On est il y a une mémoire de poisson rouge, collectivement. Personne n'est grillé à vie par une crise.
Ouais, donc en fait, par moment, ne pas répondre, c'est mieux parce que tu fais qu'alimenter la polémique. Et si c'est... en fait, c'est quoi? C'est quel est le public cible, en fait? Faut choisir, en fait, sa bataille. Exactement. Tu choisis ta bataille. Et si la polémique est infondée, tu peux être sur quelque chose de très factuel, de dire d'être dans les faits, pas du tout dans l'affect. Et si c'est un dénigrement personnel, faut laisser passer. Et tu vois, les crises, il y a parfois des questions. Par exemple, quand on voit sur Internet, Brigitte Macron est un homme. T'es Brigitte Macron, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, mais attends, mais c'est absurde. Est-ce que vraiment je vais devoir répondre à ça? Ou est-ce que tu dis, je laisse couler? Il faut faire quoi, là, justement? Là, le choix qui a été fait, c'est de porter plainte, parce qu'au bout d'un moment, ça allait très loin quand vous avez des dirigeants complotistes qui reprennent cette rumeur dans le but de nuire. Et puis, personnellement, on touche à son intégrité en tant que femme, en tant que personne, à son histoire familiale. C'est d'une violence absolument terrible. Donc là, le choix qui est fait, c'est de porter plainte, mais de ne pas s'exprimer publiquement ni médiatiquement sur le sujet, et d'être très soutenu dans les expressions qui existent. Mais c'est toujours un truc de se dire, est-ce que je vais donner de la visibilité? Est-ce que je vais vraiment répondre à ça? Est-ce que je fais passer une barre de visibilité à cette calomnie? Ou est-ce que, tant pis, je prends la perte et je ne réponds pas, je ne donne pas de l'ampleur, mais ça veut dire que je n'ai pas donné d'éléments pour ceux qui voudraient me défendre, finalement. Est-ce que, par exemple, tu es déjà passé, parce que tu as été souvent dans des médias où ce que tu as été dit a été coupé au montage et donc le contexte s'est complètement sorti de ton contexte, ça t'a fait passer pour quelqu'un que tu n'étais pas. Et ça a fait une polémique qui a enflé sur les réseaux. Est-ce que tu as déjà eu à gérer ce genre de manipulation médiatique, par exemple? Oui, à de nombreuses reprises. J'ai eu à gérer d'ailleurs des fausses déclarations, c'est-à-dire ma photo mise et à côté on me fait dire on ne peut décemment pas vivre à moins de 5 000 € par mois. J'ai évidemment jamais dit ça. Mais il y a des centaines de milliers de personnes en France qui sont persuadées que j'ai dit ça parce qu'ils ont vu la photo et le texte partagé sur les réseaux. De la même manière, dans une conférence, je veux voulu illustrer ce qu'est le harcèlement de rue. Et donc, j'ai pris à partie le jeune étudiant qui était à côté de moi, qui disait non, mais c'est pas très grave, le harcèlement de rue. Et j'ai mimé quelqu'un qui le harcèle dans la rue. C'était dans le cadre de cette démonstration. La vidéo est coupée. Et donc, on a l'impression que j'importune ce pauvre étudiant qui n'a rien demandé et que moi, je suis en train de le harceler. Alors que j'étais en train justement de mimer le harcèlement de rue pour le dénoncer. Et aujourd'hui, ça circule et je ne vais pas répondre à chaque tweet « Non, c'est un contexte, etc. » Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez des gens qui sont convaincus et qu'il faut aller convaincre de votre bonne foi, mais vous avez aussi des gens qui cherchent n'importe quel prétexte. C'est-à-dire des gens qui ne vous aiment pas quand vous faites de la politique ou quand vous êtes à la tête d'une boîte qui peut être clivante. Amazon, McDo, toutes les entreprises qui sont totales, qui sont clivantes aujourd'hui, et vous avez des gens qui, quel que soit ce que vous faites, voudront vous attaquer. Donc si c'est pas ça, ce sera autre chose. Donc peut-être ne pas perdre non plus trop de temps à répondre. Il y a des non-consommateurs absolus, il y a des haters absolus. C'est pas grave, il faut prendre cette part des 10, 15, 20, peut-être 30% de gens qui vous détestent. C'est pas grave. S'il y a 40% de gens qui vous adorent et le reste neutre à conquérir, c'est un très bon score. Mais ça vient d'où, ce détachement total du regard de l'autre, en fait? Je trouve ça fabuleux, en fait. Bon, je sais pas, j'ai été éduquée comme ça. T'as été éduquée comme ça. Mon père était très détaché, pas du tout concerné par que vont dire les voisins, le qu'en dira-t-on, etc. Tout ça n'intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, mon père ne voulait pas qu'on parle mal des gens. Si ma sœur et moi, on commençait à partager des gossips ou à parler des gens en leur absence, mon père me disait à chaque fois mais vous pouvez pas avoir que ça à faire de parler des gens, c'est pas possible, faut pas parler des gens. Enfin voilà, mon père est très sur ce principe-là, on dit pas de mal des gens, on parle pas de la vie des gens et on s'intéresse pas à ce que les gens disent de nous. Et tu fais comment pour garder ton sang-froid et ton énergie? Est-ce que tu as des routines, des personnes de confiance, une méthode particulière pour rester calme, souriante? Parce que c'est déstabilisant aussi de rester calme comme ça pour l'autre. Oui, absolument. Mais bien sûr. Mais tu parlais du Fonds Marianne. Quand j'étais en commission d'enquête, leur volonté, c'était de se taper Marlène Schiappa. Donc c'était que je pète un plomb, que je fasse un drame, que je pleure, que je dise c'est injuste, vous savez très bien que c'est pas vrai tout ça. Ce que j'avais très envie de faire et j'ai été préparée pour rester impassible. Je veux dire, vous voulez vous taper Marlène Schiappa, mais vous ne la verrez même pas en fait. Donc je suis arrivée avec un masque, un grand sourire et j'ai rien de particulier à dire. Voilà. Et ça, le travail, tu le fais toute seule ou toi aussi, tu as justement ton entourage, tu as des routines? C'est quoi? C'est une hygiène de... Non, mais d'abord, quand on est ministre, on a un cabinet qui joue un rôle très important. Voilà, avec des gens qui sont là full-time pour vous soutenir. Donc moi, j'avais une directrice de cabinet, Cécile, Yénad, Alex, Ramona. Je vais oublier de citer certaines personnes, bien sûr. Mais voilà, j'avais beaucoup de Paul Mathieu, etc. J'avais des conseillers qui étaient présents. Harmonie, Boris, voilà, j'ai commencé à dire les noms. Et donc, j'avais des conseillers très présents
et un environnement personnel aussi très présent. Et voilà. Et moi, j'avais à ce moment-là, et j'ai toujours, j'ai mon compagnon qui se fiche complètement. Il va pas voir les réseaux sociaux. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de polémiques. Il est tombé des nues. Il m'a dit, ah bon, mais je sais même pas de quoi tu parles. Je dis, bah si, quand même, ça. Le lissage gate, tu dois te souvenir du lissage gate quand même. Je me suis fait lisser les cheveux. Ça a fait 24 heures de bandeau BFM parce que je me suis fait lisser les cheveux. Et on se demandait si on m'avait offert un produit. Il était là, mais quoi, cette chose s'est produite, c'est arrivé, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ça dit du niveau, du bas niveau médiatique de notre époque? Je dis, mais si, j'ai dû donner ma facture de coiffeur pour montrer que je l'avais bien payée. Il n'en avait pas entendu parler. Il me dit, moi, je lis Le Monde et Les Échos, j'écoute des podcasts, je ne vais pas sur les chaînes d'infos, je n'ai pas les réseaux sociaux, donc je ne suis pas au courant de toutes ces choses. Et en fait, ça te permet quand même d'avoir du recul, de dire que tu ne vois pas dans l'œil de la personne en face le reflet de toutes les saloperies qui peuvent se dire sur les réseaux. Ça te permet d'avoir un recul aussi. Ouais, donc tu as un entourage. L'entourage, il est hyper important. Exactement. Et puis, once again, prendre les codes des réseaux sociaux, vraiment. Parce que quand quelqu'un est en période de crise, on lui prend ses codes, c'est tout. Et on l'occupe. Ok, en anticipant, si par exemple, si on s'adresse aujourd'hui dirigeant, mais aussi une personne active, ça peut être une communication de crise, c'est ce que tu disais, ça peut être dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre perso, ça peut être un divorce, ça peut être tout. Quels sont vraiment les 3 tips, tu vois, que tu donnes, mais qui sont applicables dans tous les domaines de vie? Eh bah, taisez-vous. Voilà. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, il rentre plus dans le tube. Pardon pour la métaphore, mais voilà, une fois que vous avez appuyé, vous pouvez plus reprendre vos déclarations, ça n'existe plus, elles ne vous appartiennent plus. Donc, taisez-vous. C'est pas parce que vous répondez dans les 4 secondes que Mediapart va dire « Ah bah pardon, je déprogramme mon article, alors ça marche pas comme ça ». Donc, 1, se taire. 2, s'entourer. 3, choisir une stratégie et s'y tenir. Vous ne pouvez pas changer de stratégie. Si votre stratégie est le silence, vous ne pouvez pas faire des tweets, des déplacements, etc. Inversement, si votre stratégie est le carpet bombing et marteler votre version des choses, vous ne pouvez pas partir 48 heures à la campagne et ne pas vous exprimer. Donc il faut vraiment être aligné avec ta stratégie. Exactement, et garder le cap de ta stratégie. Une fois que la tempête est passée, comment tu fais pour reconquérir la confiance en fait de tes partenaires, de tes équipes? Est-ce que tu les remercies publiquement? Est-ce que tu fais, pour les personnes qui t'ont soutenu, est-ce que tu fais un débrief en interne? Qu'est-ce que tu fais après la crise? Moi, je pense que la transparence est très importante parce que si le dirigeant a eu peur pour lui, il y a des gens qui ont eu peur pour eux aussi. Quand tu vois ton patron à la télé, t'as beau être juste chef du bureau comptable, tu te demandes aussi où ça va nous mener. Est-ce que tu vas perdre ton emploi? Est-ce que l'entreprise à laquelle tu es attaché va péricliter? Les gens t'en parlent dans les dîners de famille. À Noël, on te dit « Oh là là, bah alors, telle entreprise en ce moment, c'est compliqué. » T'es partie prenante. Donc ça, il faut le comprendre que tout le monde a une dimension affective avec la crise. Faut pas se dire « Ça me concerne, donc ça ne concerne pas les autres. » Donc oui, évidemment, être dans la transparence, partager tout ce qui se dit, mais garder aussi à l'esprit que l'interne est une communication aussi. On peut pas se dire « Je suis un dirigeant, j'écris à mes 15 000 salariés, mais je me tais vis-à-vis de la presse. » Dans les 15 000 salariés, la probabilité que tu en aies 4 qui appelle un journal, qui appelle Le Figaro, Les Échos pour faire un indiscret économie, communication interne, etc., elle est quand même réelle. D'ailleurs, c'est souvent une manière de communiquer. Moi, je conseille parfois, quand la stratégie est le silence, dire dans ces cas-là, faites un mail interne, et votre mail interne, on va le faire leaker dans la presse, on va le faire sortir dans la presse, et ce sera une manière de vous exprimer sans vous exprimer directement. Vous serez exprimé auprès de vos salariés, et c'est ça qu'on va transmettre à la presse. Comment tu l'as choisi, la stratégie? Si c'est stratégie silence, stratégie hyper agressif, est-ce qu'il y a des scénarios où ça va dépendre en fait de la personnalité, des valeurs de la personne que tu accompagnes, ou même pour toi? Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ce qui est fou, c'est que tu peux tomber comme dirigeant sur une crise de communication mal gérée alors qu'elle est vide et qu'il n'y a rien, et que 10 ans après, on va dire, en fait, tu n'as jamais été ni condamné, ni poursuivi, ni rien, mais parce que la communication arrive à un moment où tu es déjà fragile. Et inversement, tu as des dirigeants qui ont des énormes crises, qui ont commis des erreurs eux-mêmes, mais ils perdurent et ils gardent leur bon capital sympathie parce qu'ils ont d'autres engagements, parce que ça n'arrive pas à un moment. Il faut toujours se poser la question, à quel moment arrive la crise? D'où elle part? Comment ça se fait qu'à ce moment-là, d'un coup, on s'intéresse à ce que vous avez fait? Et quel est le but derrière? Et qui est prêt à vous soutenir? Si ça arrive dans un moment où vous êtes fragile, les gens ne vous soutiennent pas en interne, ni vos actionnaires, etc., vous n'avez déjà pas de bonne performance, en fait, c'est la pitch net pour vous faire partir.
En revanche, si ça arrive alors que vous êtes utile, vous êtes précieux pour plein d'autres choses, vous portez des engagements, vous êtes la figure de quelque chose, etc., là, ça peut glisser sur vous. Et dernier élément fondamental, c'est la cohérence. Édouard Philippe m'a dit quand je suis rentrée au gouvernement, tu vas voir, les Français pardonnent tout, sauf le manque de cohérence. Et ça, c'est vrai. Regarde, en politique, Balkany, donc tout le monde sait qu'il est multiplement condamné, etc. Il a été réélu à la mairie de Levallois, alors que chacun était informé de ce qu'il faisait. Mais c'était cohérent avec son personnage. Inversement, François Fillon, qui avait bâti son personnage sur la probité, la modestie, le paysan sartois, etc. Il y a une incohérence. On ne lui pardonne pas l'incohérence de dire, en fait, tu te fais offrir des présents onéreux, des costumes, etc., avec une tonalité un peu frivole, alors que ce n'est pas le personnage que tu dessines. Donc la question de sur quoi est basée cette crise et est-ce qu'elle vient mettre en branle votre cohérence narrative, c'est absolument fondamental. Quand tu parles de cohérence narrative, est-ce qu'à un certain moment de ne pas se dire, en fait, je vais me regarder devant la glace et je me dis, ok, la solution là qu'on me propose, est-ce que elle colle à mes valeurs, à qui je suis? Est-ce que c'est ça aussi la cohérence? Ah bien sûr, mais je veux dire, si on me propose une solution de stratégie qui ne correspond pas à la personne, c'est une mauvaise stratégie. C'est pour ça que je dis qu'à la base, il faut écouter la personne. Et puis, il faut que la personne qui en crie soit honnête, mais c'est comme vis-à-vis de votre avocat. Si vous allez voir un avocat et vous dites on me reproche ça, je suis innocent, et que votre avocat découvre que c'est pas tout à fait le cas, mais il va vous dire, Trésor, il faut adapter un petit peu la stratégie. Votre communicant, vous devez tout lui dire. C'est comme un secret du confessionnal. Le communicant il n'est pas là pour vous juger. Il est là pour trouver la stratégie qui va être la plus efficace, la plus adaptée, qui va remplir vos objectifs. Donc, il faut vraiment pouvoir être en conscience et partager les choses avec. Et c'est pour ça que ça revient à ta question, qui est autour de la table? Parfois, le dirigeant va dire, pour telle ou telle raison, je ne veux pas avoir un tel autour de la table parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire en sa présence. Il y a des conflits, il y a des histoires. Voilà, l'entreprise n'est pas un monde de bisounours. Il y a des gens qui ont des antériorités ensemble, positives ou négatives, et on doit pouvoir être un peu dans un safe space au moment de la crise. En tout cas, toi, dans les crises que tu as traversées, on sent que tu n'as jamais tourné le dos à ton authenticité. Est-ce que ça fait partie aussi, justement, des facteurs d'une bonne gestion de la crise, justement, de se dire, en fait, je reste authentique, je prépare, j'anticipe, mais je suis authentique et j'incarne. En ce qui me concerne, il y a deux choses qui étaient fondamentales. Un, c'est qu'est-ce que je défends, c'est-à-dire mes causes, et ça, je les ai jamais lâchées. Et deux, ma loyauté. J'ai jamais été prise en défaut de loyauté. Quand tu es membre d'un gouvernement, tu es dans une équipe et tu es aussi parfois là pour être le paratonnerre de ceux qui sont au-dessus. Du président, de l'Élysée, d'autres personnalités, voilà. Et donc, moi, j'ai jamais remis en cause ce rôle. J'ai accepté parfois d'être le paratonnerre ou de prendre sur moi des choses pour faire écran, pour protéger ceux qui avaient au-dessus, parce que moi, j'ai une conscience aiguë de mon rôle. Et je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants dans l'entreprise qui ont aussi cette conscience aiguë de leur rôle, de ce à quoi ils servent, au-delà de leurs valeurs. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est-à-dire défendre ses causes, ses valeurs et ne pas les lâcher, je pense que c'est très, très important. Parlons de quelque chose de très important, l'ego. Parce que la critique, la crise et la critique, elle attaque l'ego. Alors, comment on va faire? On va pas se sentir... Toi, tu n'as pas de problème avec ça, tu te sens pas visé en tant que personne, mais pourtant, ça peut devenir une guerre d'ego. En fait, ça peut être une simple crise et que ça devient en fait une guerre d'ego. Ouais. Comment tu fais en fait pour accompagner justement les personnes sur la gestion de leur ego? Est-ce que tu leur dis? Comment tu fais? C'est vrai qu'il y a un côté un peu psychologique où il faut rassurer aussi le dirigeant sur le fait que c'est pas lui qui est mis en cause en tant que personne, c'est telle partie, tel contexte que je te disais, c'est-à-dire analyser d'où ça vient. Une crise ne vient jamais de nulle part. Soit il y a une crise parce que vraiment il y a quelque chose, il s'est produit quelque chose, il y a un fait, il y a une défaillance, etc. Donc là, c'est indubitable. Mais parfois, un dirigeant va se retrouver dans la presse avec une enquête, etc., sur le fondement de rien. Et on va comprendre, ou de peu de choses, ou d'une manière de raconter les choses qui va être très ad hominem et très à charge. Donc là, il faut trouver d'où ça vient et qui est en train de vouloir le buter, pardon de le dire comme ça, mais tout simplement dans le monde de l'entreprise. Donc il y a aussi un travail peut-être de réassurance vis-à-vis du dirigeant, en lui disant que ça ne remet pas en cause ses performances, son travail, qui il est. Et ce qui est vrai, regarde toutes les personnalités qui ont été au centre de grosses crises, il n'y en a pas un ou une qui ne travaille plus. Regarde Christine Lagarde, qui est condamnée dans l'affaire Tapie. C'est-à-dire qui est condamnée de manière... aujourd'hui, elle a une carrière qui fait envie à beaucoup, beaucoup de monde.
Donc je pense qu'on est vraiment le fait de se projeter dans l'avenir, de faire de la projection positive, mais ça c'est ce qu'on fait avec les négociateurs en prise d'otage pour amener, j'ai appris au GIGN, pour amener les négociateurs à laisser sortir les otages, pour amener les preneurs d'otages à laisser sortir les otages, le négociateur doit le projeter dans un avenir positif. Par exemple, lui dire, Monsieur Morin, si vous relâchez les otages maintenant, il ne se passera rien, puisque là, vous n'avez rien commis, ce sera délictuel. Vous pourrez être ce week-end avec votre fille à la plage, il fera très beau. Est-ce que vous voulez manger une crêpe avec votre fille ce week-end? Elle est là, la petite Clara, est-ce que tu veux parler à ton papa? Monsieur Morin, est-ce que vous voulez ce week-end aller avec votre fille à la plage? Si oui, il faut libérer les otages. Et en fait, je fais un peu du bourrage de crâne comme ça, de projection positive. Mais ça, tu peux le faire aussi avec les dirigeants en leur disant, là, c'est la crise, elle commence maintenant. On en a dans le pire des cas pour 6 mois, dans le moindre pour 10 jours. Dans 10 jours, c'est peut-être fini. On va projeter ça ensemble. Mais dans tous les cas, dans 6 mois, vous serez dans une issue positive. Vous serez à tel endroit, vous serez toujours patron de cette boîte, ou vous ferez autre chose, vous aurez acquis cette expérience, on vous remerciera d'avoir tenu bon la boîte pendant cette période. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail quasi psychologique à faire autour de ça. Et finalement, d'occupation de l'esprit, c'est ça en fait. C'est qu'il doit être Exactement. focus sur ce que tu disais tout à l'heure. Avec le recul, quelle est la plus grosse erreur de com que tu regrettes et que tu n'as jamais avouée ailleurs? C'est pas facile parce que j'en ai fait plein, des erreurs. Qu'est-ce que je pourrais prendre parce que j'en ai fait énormément, donc c'est dur de choisir. Mais quand t'es... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce recul aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est que quand t'es ministre, en fait, t'as quasiment une nouvelle crise par jour. Toutes les 24 heures, tu peux avoir une nouvelle crise. Donc c'est extrêmement difficile, c'est chronophage, c'est prenant psychologiquement, parce que tu ouvres le journal en tremblant tous les jours en te demandant ce qui va te tomber dessus. Le monde politique fonctionne sur des off, donc c'est-à-dire tes collègues autour de la table qui te sourient et qui appellent la presse pour dire du mal de toi réel ou supposé. Donc c'est assez difficile, mais disons, c'est pas une grave erreur, mais le fait je te parlais du lissage gate, mettre une vidéo de mon lissage sur Instagram n'était pas une brillante idée. Mais j'étais au ministère de l'Intérieur, je baignais dans des choses très dures toute la journée, des féminicides, des attentats, des choses vraiment dures. Et on était pendant les vacances de Noël, j'étais avec mes filles, j'étais contente d'avoir 3-4 jours où je faisais autre chose. Et je me suis dit, en fait, comme disait François Sagan, la frivolité sauvera le monde. Et voilà, je peux redevenir une nana, en fait, pendant 3 jours et être contente d'être allée chez le coiffeur parce que je n'y suis pas allée depuis 2 ans. Et voilà. Mais il faut toujours garder à l'esprit qui est l'émetteur. Et à ce moment-là, l'émetteur est une personne qui est ministre au ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a une incohérence, pour le coup, entre l'émetteur et le message. Et donc, évidemment, ça part mal. Et ma fille, d'ailleurs, m'avait dit, ne mets pas ça sur Instagram, tu seras critiquée, tu auras un bad buzz, etc. Et à chaque fois, je lui demande maintenant ce que je poste. Et à chaque fois, elle me donne son avis, voilà, en me disant, tu m'écoutes pas. À chaque fois que tu m'écoutes pas, t'as un bad buzz. Elle a quel âge? 18 ans maintenant. Okay. Elle va faire de la communication. Comme sa maman. Quelle est ta zone d'ombre, en fait, celle qui t'a poussée à réussir, mais celle qui peut aussi te jouer des tours? C'est celle qui t'a vraiment permis d'avoir la carrière que tu as aujourd'hui? Non, je dirais pas que c'est une zone d'ombre. Moi, j'ai besoin d'être occupée tout le temps, mais comme beaucoup de gens qui font plein de choses et beaucoup de gens qui font de la politique. Et après, quand on fait de la politique et quand on est conseil, d'ailleurs aussi, c'est assez commun, on a un peu le syndrome du sauveur. C'est-à-dire quand on fait de la politique, on veut sauver un peu la société, les populations. Tu vois, j'étais fière de naturaliser des travailleurs Covid qui étaient étrangers en première ligne. Oui, je me rappelle. Voilà, j'étais hyper contente. Et même maintenant, j'ai recroisé encore... Je regardais une vitrine aux Champs-Élysées, le monsieur de la sécurité qui tape comme ça. Je fais quoi? Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, merci, parce que grâce à vous, j'ai été naturalisée pendant le Covid et tout. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est génial. Et ça m'arrive très souvent. Des gens qui me disent, grâce à vous, ma femme a été naturalisée, j'ai été naturalisée. Donc c'est super. Et pareil pour les femmes qui vivent des violences ou qui me disent, grâce à vous, j'ai pu porter plainte parce que vous avez allongé des délais de prescription. Et quand on conseille des dirigeants, on a aussi un peu ce syndrome de sauveur, finalement. Surtout dans les périodes de crise, où en fait, on est le visage qui va les rassurer. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'on est la personne qui a la responsabilité de faire en sorte qu'il ne lâche pas la rampe et qu'il reste avec nous et qu'il mette en place la stratégie qu'on a décidée ensemble. C'est quasiment un truc de séduction, de conquête, où en permanence, il faut s'assurer qu'on est toujours bien aligné sur la stratégie et qu'il ne va pas partir sur autre chose. Aligné sur la stratégie, c'est quoi, pourquoi tu fais tout ça? En fait, c'est quoi ton pourquoi?
C'est qu'est-ce que tu veux donner en fait quand tu contribues à l'autre, c'est de lui dire on va continuer, ne lâche pas l'affaire. Ouais, il y a quoi exactement. comme message encore plus fort derrière cette mission? Tu contribues à quelque chose dans le monde. On sait que c'est l'égalité homme-femme, mais tu as aussi permis à des personnes d'être naturalisées. Il y a quelque chose qui est très fort derrière. Ouais, exactement. Non, mais c'est comme beaucoup de gens, un sentiment aigu de l'injustice et de vouloir réparer des injustices. Quelles qu'elles soient. Il s'avère que ça s'est cristallisé sur les injustices et les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais ça aurait pu être... c'est de la même manière sur les droits LGBT. Pourquoi j'ai ouvert la PMA à toutes les femmes? Ça me brisait le cœur de me dire qu'il y avait des femmes qui, parce qu'elles n'avaient pas rencontré un homme ou parce qu'elles étaient lesbiennes ou parce qu'elles étaient célibataires, ne pouvaient pas avoir accès à la PMA. Je trouvais ça profondément injuste. Et de la même manière, les gens qui travaillent, pendant le confinement, plein de gens ont fait leur yoga et leur pain chez eux. Et t'as des gens qui n'ont pas la nationalité française, qui ont fait tenir la République à bout de bras parce qu'ils ont fait les livraisons de repas, les nounous, la sécurité, les aides-soignants, les médecins. Et tu dis, toutes ces personnes-là n'ont pas la nationalité. Il y a quelque chose d'injuste, en fait. Donc c'est ce sentiment de justice et d'essayer un peu d'améliorer... la vie de chacun autour de soi. Merci pour tes partages et ton authenticité. La qualité appelle la qualité et en fait j'ai un rituel un peu dans le podcast qui est que je demande en fait à mes invités qui est-ce qu'ils aimeraient voir dans un prochain podcast, quelqu'un que tu estimes et tu penses que son parcours est inspirant et qui peut apporter des vraies clés que tu recommanderais. Il y a tellement de personnes que c'est extrêmement difficile de choisir quelqu'un. Qui a des vraies leçons à partager. Je pense que je recommanderais une femme du Next Women 40, la liste que j'ai créée. Oui, c'est Active. Exactement, avec mon ONG Active. Donc, on a fait les 40 prochaines femmes patronnes du CAC 40. Écoute, il y en a plein dedans qui sont hyper intéressantes, mais peut-être Stéphanie Zolesio, qui est la patronne de Casino Immobilier et qui a un parcours extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une warrior, une battante, elle lâche rien et elle a toujours des stratégies pour réussir à déjouer les pièges de la vie professionnelle parce qu'elle a exercé beaucoup de responsabilités. Et je dirais en deuxième intention peut-être Anne Brouès qui est la patronne du Club Med. Qui est aussi dans oui, je l'ai vue, elle est dans les Women's 40. Exactement, et qui a un parcours personnel incroyable. Elle a beaucoup changé de secteur. Et elle racontera sa vie personnelle si elle en a envie, mais qui est allée au-delà aussi de beaucoup d'épreuves et qui n'avait pas d'autre choix que réussir. Et donc, elle a réussi. Merci beaucoup Marlène. Donc si on fait un petit récap, la crise, elle se gère pas au moment où elle éclate, mais bien avant. On anticipe, on se prépare. Il faut être cohérent. Il faut contrôler aussi votre récit, sinon quelqu'un va le faire à votre place. Et puis la crise attaque l'ego, pas la personne. Gardez votre estime intacte et répondez calmement. Et une bonne communication de crise, c'est d'abord une équipe qui parle d'une seule voix. Donc faut être bien entouré. En interne, sinon il y aura des failles dans votre communication externe. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce récap de notre échange? Clair. Moi, je vais envie de dire, faites-vous bien accompagner. Voilà, et donc nous, on fait ça chez Tilder. Il y a d'autres agences aussi qui le font. Mais voilà, faites votre équipe et cherchez votre barque calme sur une mer agitée. Vous n'avez pas besoin d'avoir des barques agitées sur une mer agitée. Quels sont tes projets sur les 5 prochaines années? Est-ce que tu as des nouveaux projets sur lesquels... Alors, je me suis jamais projetée à aussi long terme parce que si je l'avais fait, j'aurais jamais rêvé tout ce qui m'est arrivé. J'aurais jamais osé dire je vais écrire 30 livres, je vais devenir ministre, Et à chaque fois que je me suis projetée sur quelque chose, en fait, j'ai moins d'ambition que ce qui se réalise. Et à chaque fois que je fais des choses pour moins travailler, en fait... je travaille plus. Donc moi, j'ai une bad luck et un mauvais œil sur plein d'aspects de ma vie, mais sur le travail, j'ai vraiment une bonne étoile. J'ai toujours eu, je raconte brièvement, mais quand la première agence dans laquelle j'ai bossé, j'ai été virée au bout de 3 mois parce qu'ils étaient rachetés par une plus grosse agence. Et bon, je suis partie, j'étais très triste, c'était mon premier CDI, j'étais contente, donc je suis triste d'être virée. J'ai été embauchée chez Havas, et en fait, la grosse agence qui les a rachetés, c'est Havas. Donc moi, j'ai dû gérer l'accueil de l'agence qui m'avait virée 3 mois avant. Et c'est anecdotique, mais pas tant que ça. Bon, j'ai toujours eu une super bonne étoile professionnelle. J'ai toujours eu des boîtes géniales dans lesquelles j'ai travaillé. Quand j'ai monté mon agence, ça a cartonné, je l'ai revendu. J'ai commencé à faire de la politique. Je suis rentrée au gouvernement dans la trentaine. Donc voilà, j'ai toujours... comme je travaille énormément
il y a toujours des choses qui débouchent et qui viennent du travail, de ce que je fais et de ce qui me plaît. Oui, tu es dans l'action, tu n'es pas dans la réflexion. Exactement. Tu as l'action amène en fait. Exactement, j'agis. Mais d'ailleurs, j'ai dit il n'y a pas longtemps, je fais une conférence auprès de jeunes étudiants. Ils me disaient oui, vous réussissez tout. Je leur ai dit non, pas du tout. J'échoue peut-être dans 6 cas sur 10. Mais en fait, je lance tellement de choses, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'accroches que même si j'en réussis que 4 sur 10, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup. Donc, essayez. C'est déjà pas mal. Si on a besoin de te contacter justement pour être conseiller, où est-ce qu'on peut te trouver ? Je suis sur LinkedIn, je suis à peu près partout, voilà, par mail, par téléphone, chez Tinder. C'est toi qui gères les codes de tes réseaux ou tu as quelqu'un qui gère ta Non, communication ? je les gère moi-même. J'avais des gens qui les géraient quand j'étais au gouvernement. Je les gère moi-même, mais je t'avoue que je me sens pas obligée de répondre à tout parce que j'ai pas le temps de répondre à 50 messages par jour. Bien sûr. J'en reçois à peu près 50, donc parfois ça me prend, je lis tous mes messages de retard, mais je réponds pas à tout ce qui est Bien sûr. Voilà, sollicitations diverses et variées, mais quelqu'un qui me dit je suis en crise, j'ai besoin d'aide, etc. Bien sûr, on va répondre. Merci beaucoup Marlène. Avec plaisir. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.